Me encanta terminar este coloquio con... Je suis enchantée de conclure ce colloque avec l'exposé d'une femme jeune. Le colloque et d'écouter son exposé sur l'écoféminisme, qui est une thématique centrale en Amérique latine aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est peut-être le secteur le plus dynamique de l'écologie politique et je voudrais remercier beaucoup Diana pour tout le travail de préparation qu'elle a consenti à faire avec nous pour ce colloque. Et puis, je la remercie d'être notre dernière intervenante pour ce colloque. Nous vous donnons la parole et ensuite, nous aurons un petit peu de temps de débat à l'issue de ton exposé. Nous t'écoutons, Diana. Merci, merci à toutes les personnes qui sont en train de m'écouter et connectées en ces temps difficiles, en cette année particulièrement difficile. Je pense qu'on a tous vécu des événements qui nous ont bien fatigués, mais je vous remercie d'avoir encore l'énergie de nous écouter. Merci à Maria Gabriela et à plein d'autres personnes qui sont derrière l'organisation de ce colloque. J'ai beaucoup apprécié la possibilité de pouvoir participer à ces dialogues au cours de ces 3 journées. J'aimerais remercier également Claire Chanard et Agnès Debarge qui sont en train de pratiquer l'interprétation simultanée. Je sais à quel point ça peut être difficile, mais je sais que ça nous permettra de nous comprendre. Il est difficile d'être le dernier intervenant parce qu'il y a déjà eu des débats très nourris, même sur le chat. Mais j'aimerais revenir sur la question et sur le commentaire qui a été présenté par Rick Swinton hier sur les échecs des écologies politiques. Et même si il ne voulait pas être catastrophiste, moi, j'aimerais présenter les choses d'une autre manière parce que moi, je crois aux révolutions qui sont là pour soutenir la vie alors qu'on a l'impression que tout part en morceaux. Et je crois aussi que les espaces, les temps des transformations ne sont pas forcément les temporalités occidentales, ni même un modèle téléologique. Mais je crois par ailleurs que ce pessimisme est un luxe. C'est quelque chose que j'ai appris auprès des paysans de la région des Caraïbes, de la Colombie. Donc, je vais essayer de répondre à cette question très importante posée par Eric. Au nom de qui faisons-nous de l'écologie politique? C'est une réponse qui, je l'espère, trouvera un intérêt dans cet exposé, mais c'est un exercice aussi d'imagination politique alors que on nous ferme les portes de l'imagination politique. Je pense à l'extractivisme, à la violence raciste, une partie du processus de paix en Colombie aussi. Donc, c'est un peu entraver l'imagination politique. Mon exposé est aussi le résultat d'un travail collectif. Ce que je vais vous montrer l'existence de dizaines de réseaux qui m'ont soutenu dans mes travaux au cours de ces dernières années. Je fais un travail d'études politiques depuis un point de vue universitaire et c'est une tâche énorme, mais il y a plein de personnes derrière moi. Donc, il y a mon travail en tant que chercheuse et professeure et je vais vous présenter ces travaux à partir des trajectoires et des parcours de l'écologie politique en Amérique latine, du point de vue féministe, qui n'aurait pas pu exister sans l'existence de toutes ces personnes qui ont appris. J'ai appris auprès des réseaux des femmes de défense des droits humains en Colombie, des femmes des Casa Cultural de Cochaduro,
des anciennes combattantes des FARC, des femmes paysannes, des espaces féministes de défense des droits de reconnaissance des genres, des associations d'étudiants de l'Université des Andes, l'Université Valiana où j'ai travaillé, l'Université de Cartagena et la Pontifice, l'Université de Costa Rica, l'Université du Pérou. Je n'aurais jamais pu présenter toutes ces idées. Et au fil de mes travaux, au cours de ces années, j'ai parfois vécu des situations et été témoin de situations particulièrement dures, mais l'introduction très longue était nécessaire. Je vais donc essayer de partager cette présentation PowerPoint qui démarre sur cette définition de l'écologie politique féministe latino-américaine qui est en fait un travail collectif. C'est un engagement en chantier, en construction pour la compréhension et la transformation des rapports de force qui vont conduire à des processus de production de la nature. Je pense que c'est un domaine dynamique avec des frontières très très larges qui a au cœur de sa définition la compréhension et la transformation. Et la nature est vécue comme un processus. On parle des écologies matérielles et physiques qui sont issues de cette nature. Et c'est un vieux thème de l'écologie politique latino-américaine. Ces rapports de force font partie de matrices pleines d'un engrenage de domination dont on a parlé au cours de ces 3 jours. Ce que je voulais vous dire, c'est que le genre a souvent joué un rôle d'agent de cohésion et je parlerai un petit peu plus de cela. Et les autres formes de domination tombent derrière cette domination de genre. Et le fait que cette écologie politique latino-américaine ne peut pas se limiter à des formes institutionnalisées de production néolibérale de connaissances, ni à la dépolitisation associée aux thématiques de genre dont on a parlé. Donc, cela concerne toutes les questions de genre, de droits humains, etc. Il se nourrit de féminisme décoloniaux, communautaires, qui privilégient des formes localisées, incarnées de lutte et de résistance contre le patriarcat et l'extractivisme. Et nous savons que dans ces processus de destruction de l'environnement, de creusement des inégalités, nous savons à quel point ces acteurs sont essentiels. Et au-delà de cela, plus qu'un cadre d'action politique et de production de savoir, le PF est en fait un mouvement émancipateur. Il y a beaucoup de mouvements féministes, il y a beaucoup de féminisme. C'est un mouvement de libération et de déstabilisation des formes de domination qui sont fondées sur le genre, la sexualité, l'âge, la race et la classe. On te voit à l'écran. Tu veux rester sur mes genoux? Tu te souviens quand j'écrivais ma thèse? Voilà, alors, c'est un engagement antiraciste, anticapitaliste, de lutte contre le colonialisme, qui aussi s'élève contre le fascisme, contre ceux qui contestent les droits, qui se dresse aussi contre la violence exercée contre les femmes, les féminicides et qui s'élève aussi contre les discours de haine auxquels on a assisté ces dernières années. Et il faut des approches théoriques, méthodologiques et critiques où la dignité, l'empathie, la solidarité, le respect mutuel, le travail conjoint sont au sort. Et ce que l'on cherche aussi, c'est un projet politique qui s'appuie sur le quotidien et qui va entrer sur le champ des violences imposées par le cis-hétéropatriarcat. C'est un engagement qui s'appuie sur une construction collective avec d'autres géographies, d'autres natures, et il y a une corrélation dans l'espace qu'il se crée. Cela implique de
de construire d'autres géographies et de construire différemment. Et un certain nombre des éléments de cet engagement sont le corps territoire en ce qui concerne les relations de justice, la justice environnementale, la justice raciale, ethnique, sexuelle et reproductive, la justice sociale, politique, économique, alimentaire, émotionnelle, c'est-à-dire la construction s'est faite au fil de ces années et elle a nourri la définition. Il me semble toujours intéressant d'avoir un point de départ pour ouvrir le débat et revenir à ce qui s'est passé en Amérique latine et avec d'autres féministes. J'aime bien revenir sur cette phrase qui est ce qui définit l'humain implique d'exclure le féminin. Et là, on voit un peu le rôle, une fois encore, d'agent de cohésion du genre qui s'impose, avec tous ces dualismes qui sont très courants. Et lorsque l'on essaye d'identifier les différents parcours de l'écologie politique féministe latino-américaine, il y a des luttes historiques pour l'accès à la terre, la critique du colonialisme, l'écoféminisme, la justice de l'environnement, les communs et les processus de mise en commun et les critiques de l'extractivisme. Chronologiquement, j'aurais pu présenter les choses, mais en fait, j'aimerais voir tous les chevauchements qui existent entre ces différents parcours avec les dialogues qui existent entre eux. Et j'ai choisi quelques représentants, quelques personnalités de cette écologie politique latino-américaine. Bien entendu, ce n'est pas un catalogue exhaustif, mais il est important de savoir quelles sont les personnes qui ont joué un rôle important dans mon parcours. Sur la question agraire, le thème le plus important, ça a été le rôle des femmes dans la récupération des terres et souvent elles ont été rendues invisibles et cette place que les femmes occupent en tant que propriétaires, elles sont dans le travail du soin, elles sont dans la reproduction. Et comme on l'a entendu par Mme Chavez à son exposé, elles ne sont pas forcément reconnues comme des propriétaires. Seuls 18% des personnes propriétaires des terres en Amérique latine, selon les données de la FAO en 2018, étaient des femmes. Mais le travail de Carmen Diana Deary et Magdalena León a été très important parce qu'elles ont fait une étude approfondie sur les femmes exclues des réformes agraires du XXe siècle. Et elles montrent que le chef de famille était toujours l'homme et par conséquent, c'est une lutte qui est très impliquée dans les autonomies territoriales et la lutte très très forte dans la région en termes de souveraineté alimentaire et agroécologique. Alors la critique du colonialisme, la critique décoloniale, j'aime beaucoup cette idée de cette question de la durée de la violence coloniale. Silvia Rivera Kuskikan qui parle de différents niveaux qui sont très importants, de la déposition et de l'imposition d'une territorialité lettrée masculine avec un élément qui a sapé l'accès des femmes à la terre et comment en Amérique latine nous sommes victimes de cette double domination coloniale et patriarcale. ¿Qué tienes? Ok. Bueno, el ecofeminismo
L'écoféminisme, comme nous l'avons dit, est lié à la manière dont on va remettre en cause ces connexions qu'il y a entre l'assujettissement de la nature, les femmes et des sujets colonisés, leur sexualité également. Et elle se penche sur l'importance de démanteler la vision occidentale et instrumentaliste d'une nature féminisée, vierge, exubérante, à disposition des êtres humains, entre les putes, les prostituées et les mauvaises femmes. C'est un petit peu toute l'histoire de notre vie. Et tout cela constitue des lieux, des paysages et des corps qui sont autant de lieux d'accumulation, de mercantilisme depuis toujours, depuis toujours. Ils sont exposés au regard, au contrôle et à la jouissance masculine. J'aime beaucoup le travail de la Danta Lascanta, un travail fantastique au Venezuela qui parle justement de cette nécessité absolue de l'utopie écoféministe. Alors, après, il y a autre chose qui est important, c'est la justice environnementale. La justice environnementale, ce sont les résidus toxiques, la pollution, l'empoisonnement et la manière dont cela affecte les femmes, les enfants. Et on voit bien que les problèmes environnementaux sont répartis de façon inégale. Et puis, il n'y a rien de naturel dans ces catastrophes naturelles. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit au fil de cette conférence. Et j'aimerais souligner le travail de Deborah Swiston sur la souffrance environnementale et les corps abjects. C'est vraiment un travail très, très important qui imprègne profondément l'écoféminisme et l'écologie politique féministe en Amérique latine. Alors, les points communs, les systèmes de troc, la minga, de la main à la main, les marmites communes, et aujourd'hui, on le voit également au fil de cette pandémie de Covid-19. Alors, il y a une politique post-capitaliste qui est très liée à de nombreux travaux qui ont été effectués et qui nous montre comment le capitalisme a besoin d'exproprier le corps et le travail des femmes. Et là, il y a le travail de Lorena Navarro qui me plaît particulièrement. On voit bien tout son travail sur le tissu de la vie. Et puis, il y a des processus de communalisation, de mise en commun, des choses qu'on peut mettre en commun. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que nous faisons tous. Tout est traversé par le capitalisme, comme si tout dépendait du capital, mais ça n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons dit au fil de ces jours, de ces journées, il est très important de voir le travail des défenseuses et de voir la manière dont elles se sont appropriées cette lutte. Et voici donc certaines citations de une citation de Berta Cáceres. Le capitalisme est contraire à la vie, à l'écologie, à l'être humain, aux femmes. Lorena Cabnal également, cette idée d'un territoire corps, d'un territoire terre et la manière dont on ne peut séparer le corps de la terre, la manière dont l'oppression se fait à différents niveaux et le corps est l'une des formes d'oppression. Et la lutte doit donc prendre corps parce qu'elle est inégale. Et c'est un travail qui a été vraiment fondamental dans toutes mes recherches. Il y a Francia Marquez également, que j'ai évoqué dans ma présentation sur l'écologie politique en Colombie. Il faut modifier le modèle économique, prendre soin de notre territoire et de la vie. C'est un petit peu comme faire un croche-pied à l'extractivisme. Et puis Adriana Guzman également, qui voit le patriarcat comme un système qui soutient et qui va en faveur de la violence contre l'humanité et contre l'humain et la nature, avec des effets bien particuliers sur les femmes et les sujets qui sont féminisés. Certains travaux
dont on a déjà parlé, Margarita Velázquez, qui a travaillé avec Verónica Vázquez au Mexique. Et donc là, on a cette synthèse Ecologia Politica, écologie politique, des carnets qui ont été publiés et à partir de ce projet de dépatriarcalisation, le travail de femmes pour défendre des territoires, ce sont vraiment des travaux importants et je reparlerai de toute manière de Rocio Silva, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et je pense qu'il souligne le travail des ONG et la manière dont la production de connaissances dans ce domaine, dans l'écologie politique latino-américaine, ne se fait pas seulement dans la rue. On a le Fonds d'action urgente, par exemple. Et dans le cadre de ces féminismes territoriaux, on voit une critique à l'extractivisme et ça, c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur au cours des dernières années et qui a nourri mon travail. Et donc là, je vais entrer un petit peu plus dans les détails et il y a des travaux qui montrent comment, depuis, sous l'angle du féminisme, on ouvre un espace conceptuel pour comprendre les propositions, pour réfléchir, pour aller un petit peu au-delà de ce regard bidimensionnel et la manière dont, lorsqu'on défend le travail, on défend des luttes et des luttes qui ont trait au genre. Sofia Saragosin également, qui approfondit cette idée de relation entre eau, corps, territoire. Et elle travaille au sein du collectif de géographie critique de l'Équateur et elles évoquent justement l'incarnation de ces luttes et de la défense de l'environnement. Et Sofia propose ce dialogue et comment exploiter toutes ces études sur les effets d'échelle. Ensuite, on a l'extractivisme qui est vu comme un projet bipolitique dont la finalité est le contrôle des corps et de la vie. Et le fait que nous assumons déjà, nous partons du principe que c'est comme cela, que c'est ainsi. Et puis, il y a une critique particulière de la violence faite aux femmes et autres sujets féminisés depuis le Pérou. Mais c'est une analyse qui, à mon sens, va un petit peu au-delà et voit cette espèce de poubellisation dont nous sommes victimes. Et les travaux alors, j'ai complètement oublié le nom vient de passer et je ne peux plus le voir. Et donc, cet auteur parle des féminicides extractivistes et la manière dont l'extractivisme est lié au féminicide. Et j'aimerais entrer un petit peu dans le détail. Alors, je sais que effectivement le temps passe très très vite, mais j'aimerais voir comment cette approche théorique s'accompagne d'une approche méthodologique. Alors, il y a les travaux de Lorena Cabnal sur la connaissance donc localisée et incarnée, Carolina Olarte et Juliana Flores Flores, toutes deux colombiennes, ont publié cette critique féministe au messianisme, la manière dont on peut privilégier une éthique des soins et construire d'autres mondes, et la manière dont la recherche ouvre toujours des espaces et ouvre toujours des mondes. Et puis cette idée de géographie pour la résistance, ça c'est quelque chose qui a été publié par le collectif de géographie critique de l'Équateur. Et puis il y a le collectif dont je fais partie et c'est la manière dont nous allons apprendre aux autres à faire de la recherche dans ce domaine. Comment discipliner et en faire une discipline
disciplines, en fait. Et puis ensuite, il y a Lorena Muñoz. L'importance de la douleur, du traumatisme, douleur et traumatisme. Tout est lié, tout est toujours lié. L'accompagnement, quand nous faisons des travaux d'écologie politique féministe, comment on peut avoir cet accompagnement et comment c'est une possibilité de guérison personnelle et collective. Les politiques d'échelle, ça c'est quelque chose qui est également très présent. Les espaces intimes, le corps, les pratiques quotidiennes, la vie quotidienne, tout cela est important. Ça c'est le travail de Diana Carrillo qui a été très important pour moi, la manière de repenser le corps et l'eau. Et puis un sujet particulièrement intéressant à une époque de transition vers la paix en Colombie, comment trouver la vérité. Et les travaux de Pasha Bueno Hansen au Pérou parlent justement de ces transitions qui finissent par faire perdurer un ordre patriarcal, raciste, et toujours le même ordre et toujours la même situation. Et enfin, les travaux de Silvia Rivera Cusicanqui, qui me semblent particulièrement pertinents pour l'écologie politique féministe latino-américaine. Et elle montre comment s'établissent des régimes de visibilité, mais également d'invisibilité. Alors, je vais à présent revenir à la grande question. Pourquoi cette EPFL? Pour moi, c'est un exercice d'imaginaire politique. Parce que je crois en la nécessité d'ouvrir notre imaginaire, notre imagination à d'autres possibilités, à un futur, un avenir post-extractiviste qui n'est pas un avenir linéaire, c'est un avenir dans le sens dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire des croche-pieds, pouvons-nous ouvrir, fracturer un petit peu la réalité, survivre, résister et élargir ces fissures pour pouvoir exister, pour pouvoir peut-être briser des choses et exister. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser le temps aux questions-réponses et merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, Diana. Merci pour tous ces visages que nous avons vus apparaître à l'écran, toutes ces expériences qui s'accumulent pour constituer l'écoféminisme latino-américain. Nous le voyons au travers des travaux, au travers des réflexions de femmes qui gagnent à être connues. Alors, je vais prendre les questions sur le chat. Tout d'abord, une première question de Laetitia Duran qui te demande quelles sont les possibilités d'intégrer cette discussion sur les relations et l'écologie, la déontologie des relations et l'écologie politique latino-américaine, féministe latino-américaine. Je réponds à cette question ou on va en prendre plusieurs en bloc peut-être? Alors, il y a une autre question de Camille Laurent. Toutes ces études des luttes, des mouvements écoféministes, de la défense des biens communs pour les femmes, comment est-elle perçue par les institutionnels, les ONG, les États? Comment voit-il cette question? Et puis une autre question de Denis Chartier sur ton expression lorsque tu as dit que le pessimisme est un luxe. Merci de l'avoir dit, dit-il. Et puis, il évoque le travail de Silvia Federici. Donc, est-ce que tu peux répondre à ces premières questions? Merci David, merci de toutes ces questions. Je crois que le PFL parle justement de ces ontologies relationnelles. Bon, l'écologie politique prend ses racines dans l'étude sur l'érosion.
On peut parler de trajectoire, de parcours, mais en tout cas, je pense qu'il y a des racines dans l'histoire politique de phénomènes comme l'érosion, comme la faim, et tout cela est toujours lié à des relations de pouvoir. Et donc, le fait de sentir qu'on peut inclure le non-humain dans la discussion, ça nous laisse un peu perplexes peut-être. Et puis, l'écologie politique féministe latino-américaine reprend tous les féminismes communautaires, populaires, indigènes, qui justement nous éloignent de ce regard colonial. Et puis, les études scientifiques ont été fondamentales pour nos recherches, parce qu'il y a vraiment de grands liens entre l'écologie politique, mais également la géographie et d'autres champs de recherche scientifiques. Et donc, oui, il faut porter un autre regard, peut-être dévier notre regard un petit peu. Et ça m'inquiète. Je suis inquiète parce que je vois qu'il y a une dépolitisation lorsqu'on parle de cela au nom de la politique, et finalement, on dépolitise la chose. Et je pense qu'il y a un petit jeu qui consiste à nous aliéner en quelque sorte, à toucher peu de personnes. Bon, on pourrait avoir un débat extrêmement long sur ce point, mais c'est un chemin qui a été ouvert et lorsque les questions de genre tremblent, eh bien à ce moment-là, tout le reste tremble également et tout le reste est ébranlé et l'humain est ébranlé. Alors après, la question sur les biens communs et la manière dont les ONG, etc., reprennent et se saisissent de ces sujets, bon, il y a toujours, on connaît bien l'approche qui consiste à prendre ce qui est communautaire pour l'habiller sous une forme de socialisme, n'est-ce pas, habillé. Mais je pense que la femme a toujours été liée aux mouvements sociaux. Il y a toujours eu un peu, la femme était dedans, dehors. Juliana Flores a beaucoup travaillé là-dessus. Le pessimisme qui est un luxe. Alors, je vais peut-être vous expliquer. J'étais à Montes de Maria et un paysan avec lequel je travaille depuis longtemps traversait une situation difficile, une situation personnelle difficile. Et il me disait, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Et il venait de perdre un membre de sa famille. Moi, j'étais très triste et je lui ai dit, c'est pour ça que je suis pessimiste et cynique, parce que en fait, on ne peut plus rien faire. J'étais un petit peu désespérée de voir tous ces niveaux de violence. Et il s'est retourné et il m'a dit, mais Madame la professeure, mais je ne peux pas me permettre d'être pessimiste. Il faut que je continue, il faut que j'aille de l'avant. Et ça a été quand même un moment révélateur pour moi. Je me suis dit, oui, alors l'optimisme, c'est la volonté et le pessimisme, c'est l'intellect. Mais bon, si nous voulons changer les choses, il faut vivre comme si on pouvait les changer. Je pense que c'est très féministe aussi. Ursula Le Guin le dit. Elle dit, j'écris des choses non capitalistes parce que la monarchie semblait intouchable et puis aujourd'hui, c'est le capitalisme qui semble intouchable, mais finalement, on finira par les abattre et on a fini par abattre la monarchie. Donc, en Colombie, nous avons eu beaucoup de possibilités de dialogue et c'est toujours important pour nous, pour des collectifs de femmes. Juliana Flores organisait souvent des réunions d'un groupe qu'on a appelé Sicorax. Et c'est lié à ces processus de mise en commun, de communalisation et la manière dont on a pu freiner le capitalisme. Et la lutte anticapitaliste doit se tenir dans ce quotidien, sur ces scènes quotidiennes. Voilà. Merci, Diana. Alors, je vais utiliser une question qui a été posée sur le chat qui est liée à la rationalité, les chiffres, peut-être la méthodologie.
L'objectivisme. Ça m'a semblé particulièrement intéressant de voir que tu as dit que 18% des terres seulement appartiennent à des femmes. C'est un chiffre fort. Et bien souvent, je crois qu'on peut avoir recours justement aux chiffres, aux méthodes quantitatives pour des phénomènes qui sont impalpables, en quelque sorte, parfois qui sont invisibles, une sociologie de monde qui aurait pu être, mais qui ne sont pas. Et ma question, c'est un petit peu une question qu'on se pose tous, je pense. On peut utiliser des chiffres pour ces luttes anticoloniales et féministes et on peut utiliser des chiffres qui vont aider aussi l'écologie politique féministe ou pas. Est-ce que c'est possible? C'est un petit peu une question ouverte en utilisant la question, reprenant la question de Camille Laurent sur les statistiques, les chiffres. Comment est-ce que tu approches cette utilisation d'outils, de chiffres et de statistiques comme un outil intellectuel en quelque sorte? Alors, mon travail porte sur les cartes, mais les cartes, pas seulement dans la manière dont on les utilise, mais en tant qu'outil politique. Et on peut faire la même chose avec les chiffres. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas utiliser de chiffres, de statistiques? Non, non, bien au contraire. Ils sont utiles, ils ont une place politique, ils attirent l'attention. Moi, j'étais économiste et je suis devenue géographe et donc je le sais parfaitement. Mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de travaux en écologie féministe latino-américaine. En Colombie, il y a une initiative qui s'appelle Genre et économie. Ana Maria Trivin, Lena Ramirez, qui justement mettent en termes hégémoniques et dans une même langue des concepts et des problèmes gigantesques qui existent. Et donc, qui trouvent leur place finalement dans la géographie et dans les politiques publiques. Camille continue avec sa question en nous disant que est-ce que les projets de coopération internationale, est-ce qu'on parle de féminisme uniquement en termes de quotas? Quelque chose de facile? Camille Laurent dit un regard plus systémique, mais on pourrait parler peut-être de vision plus intimiste aussi, la manière dont les politiques publiques représentent l'écoféminisme. L'une des choses importantes, l'une des réactions de l'EPFL, c'est la réaction aux politiques de genre. Et on est toujours dans des situations, on essaye de savoir combien il y a de femmes, combien il y a de LGBT dans les réunions et qui souvent on ne va pas leur donner la parole. Et en fait, la participation des femmes vient de là. Et je crois que, par ailleurs, il y a des techniques de commandement, de demandes qui viennent d'organisations multilatérales qui ont réveillé certains éléments du colonialisme. Et moi, je suis contre les quotas dans l'administration des universités, des wagons roses dans le métro, des quotas dans le Sénat. Ces quotas sont insuffisants, mais ils sont peut-être des passages nécessaires pour ensuite ouvrir des espaces pour transformer de manière absolue et profonde ces institutions.
mais nous n'avons même pas la possibilité d'avoir voix au chapitre. Et dans le monde universitaire, qui est mon espace immédiat où se passe une grande partie de mon existence, je suis fatiguée de perdre des étudiants, des collègues qui sont victimes de violences de genre, et je suis fatiguée de voir que des dizaines de femmes abandonnent et que l'on perd ses savoirs, ses connaissances, ses personnalités brillantes en raison de la naturalisation de la violence de genre dans le monde universitaire. Donc, la transformation systématique et structurelle est nécessaire, doit peut-être être mise en place. Il y avait une autre question de Gabriela Merlinski, non seulement sur la réflexion que tu pourrais approfondir sur les dissymétries de genre dans les espaces académiques, mais également les formes de dissymétrie que tu as peut-être observées et dont tu as été témoin. La recherche dans ce domaine, comme je le disais, a besoin d'un accompagnement, et il y a une recherche que l'on mène auprès de certaines communautés ou certains groupes de population qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre environnement immédiat, et c'est important pour tout type de recherche universitaire. Et pour moi, l'université est un lieu de lutte, de réflexion sur les espaces féminins, sur les géographies féminines. Mais si je devais débattre de cela, ce serait encore un autre exposé. On a déjà endormi ma fille, je ne voudrais pas endormir d'autres personnes parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut continuer à réfléchir sur ces thématiques parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur les espaces que l'on pourrait ouvrir dans le secteur universitaire. Il me semble qu'il y avait une question qu'on a qui nous a un peu échappé. Jean Foyer avait une question aussi qui demande quels sont les débats et les points de désaccord qui existent au sein de l'écologie politique féministe. Oula, il y a beaucoup de courants différents. Par exemple, certains penchent sur la question des liens avec le marché, les liens avec l'État, et il y a plus que des tensions, plus que des conflits, ce sont plutôt des dialogues fructueux où effectivement on échange sur nos désaccords, mais c'est un travail collectif, notamment la dichotomie entre les espaces ruraux, les espaces urbains, beaucoup de débats sur les discours transphobiques, transphobisme qui existent, parce qu'on ne se contente pas au champ du féminisme. Des débats sur la biologie, moi je pensais que c'était des débats anciens et qui étaient résolus, mais qui reviennent au premier plan et qui nous préoccupent beaucoup. Il y a aussi, Gabriela fait des commentaires très intéressants. Souvent, le féminisme est pensé comme étant celui de trois blanches qui se trouvent dans une grande ville, mais la réalité, c'est pas ça du tout. Il y a différentes formes de féminisme, le féminisme des Noirs, des indigènes, le féminisme subversif en Colombie, en Mexique. Il y a beaucoup aussi de courants du féminisme avec beaucoup de points communs et de dialogues qui ne sont pas forcément harmonieux, mais lorsqu'il y a un travail collectif, justement, quand c'est un collectif, tout n'est pas toujours rose et il y a des échanges qui peuvent résulter sur des éléments importants. Il y a la critique de l'essentialisme aussi.
Il y a aussi le fait de la réification de la terre en tant que femme ou mère. La terre-mère, effectivement, c'est quelque chose de problématique. Et là, on entre sur des questions essentielles de l'écologie politique, c'est le dialogue avec les biologistes, c'est-à-dire comment discuter, débattre avec eux au sein de l'université ou à l'extérieur de l'université lorsqu'ils apportent leurs connaissances d'experts. Je pense que c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire les débats avec eux. Et ensuite, Denis Chartier nous demandait si la lutte contre l'extractivisme par l'écologie politique féminisme ne conduit pas à un compostage, un recyclage. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation et à ton potager. Alors, qu'en est-il du recyclage dans la pratique agricole? Un recyclage de quoi, disais-tu? Il disait que ton travail pouvait nous aider à sortir du domaine de l'extractivisme pour rentrer sur le champ de la circularité et de l'agriculture circulaire. Cela suppose un autre monde, d'autres relations. On ne peut pas se limiter dans la production qui est issue de la nature. Il me semble que depuis la France, la perspective écoféministe en termes de méthodologie et de pratique et de construction des savoirs, comme vous le savez, comme tu le sais, le monde de l'université est dans sa tour de verre, comme dit Bourdieu, cette espèce de sphère autonome. Et souvent, pour les Français, c'est un objet de débat important d'essayer de comprendre comment en Amérique latine, il y a une longue tradition de la pensée critique, de lier les luttes et de créer des savoirs dans les universités et de lier cela. C'est une tradition très, très forte en Amérique latine, mais il semble que l'écoféminisme, au bout du compte, malgré toutes ces activités et toutes les nouvelles idées qui sont proposées, les universitaires veulent apprendre de ce qui existe à l'extérieur. La partie épistémique est très importante dans l'écoféminisme. Oui, je suis totalement d'accord avec ces propos. Je pense que Gabriela l'avait bien souligné dans son discours d'ouverture, c'est-à-dire ce dialogue permanent entre le salon et la rue. Il est très difficile en Amérique latine de ne pas se mettre au courant de ce qui se passe au quotidien à l'extérieur et avoir à la fois son pied à l'université et porter les débats de la rue à l'intérieur de l'université. Ça me semble très important. Une autre question de Elena Chicozzi qui demande si la violence faite aux femmes, les féminicides
ce problème réunit des femmes qui ont des points de vue politiques et idéologiques opposés habituellement. Je pense par exemple ce qui s'est passé en Italie la semaine dernière. L'ambassade de France en Colombie avait convenu un débat, organisé un débat sur le nombre féminicide absolument énorme qui existe en Colombie. Il y avait Eva Morales qui était présente, c'est une femme, une figure de la politique de l'extrême droite quasiment en Colombie. Je pense qu'en temps normal, on ne serait jamais d'accord, mais elle était extrêmement préoccupée par ce problème, si bien que nous nous sommes retrouvés dans cette enceinte. Je ne sais pas, je sais que nous sommes en désaccord de toute façon générale, mais je suis toujours suspecte lorsque l'on parle de ces féminicides, de ces jeunes filles qui sont tuées. C'est terrible. Je vois le fait que les femmes sont victimes à la frontière mexicano avec les États-Unis. Donc, j'ai très, très peur lorsque ces femmes parlent au nom des femmes et des hommes. C'est aussi un moyen de renforcer des politiques d'extrême droite qui sont parfois très dangereuses. Mais au moins, si on est d'accord sur le minimum, on pourrait essayer de se mettre d'accord sur d'autres sujets, effectivement. Mais ça peut arriver. Je pense que nous en arrivons à la fin de la première série de questions. Mina avait une autre question. C'est plus un commentaire d'ordre général, peut-être que je le ferai ce commentaire plus tard. Diana, je crois que tu prépares un livre sur l'écoféminisme en Amérique latine, donc on va pouvoir lire un petit peu ta prose sur ce panorama général sur l'écoféminisme en Amérique latine. Merci beaucoup. J'espère qu'ainsi nous allons pouvoir découvrir des personnalités impliquées dans ces expériences qui lient, qui entrelacent les activités militantes et le travail des chercheurs. Merci beaucoup pour ton exposé de clôture, Diane. On dit souvent que lorsqu'on est chercheur, on a beaucoup de travail. Et puis en plus, il y a s'occuper des enfants et de s'occuper de la maison. Aujourd'hui, on termine un peu plus tard que d'habitude. Pour certains, ça peut être passionnant. Pour d'autres, ça peut être un peu compliqué parce que ça désorganise la vie de toute une famille. Donc, merci beaucoup, Diana, de nous avoir consacré tout ce temps. Nous allons poursuivre ce dialogue avec toi. J'en suis certain. Maintenant, je propose de conclure ce colloque avec quelques réflexions sur ce que nous venons d'entendre et d'écouter au cours de ces 3 journées. Et pour ce faire, j'aimerais donner la parole à quelques membres du comité scientifique qui ont participé à l'organisation de ce colloque et je vais écouter vos commentaires de synthèse sur ces 3 journées. Et peut-être que vous pourriez partager avec nous vos réflexions, votre synthèse. Nous nous retrouvons entre chercheurs, entre universitaires. Mais est-ce que Greten a quelque chose à dire? Je ne sais pas si elle est encore là, si elle nous écoute. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Greten? Gretel, pardon. Oui, on m'entend, on me voit. Alors, j'aimerais simplement vous remercier toutes et tous, les organisateurs, les participants. Nous avons partagé les organisateurs, les participants. Nous avons partagé 3 jours de débats théoriques, pratiques, méthodologiques. Il y a eu beaucoup de littérature qui a été évoquée. Tous ces auteurs, tous ces ouvrages vont être partagés par courrier électronique et puis
les articles qui ont été publiés, tout cela nous aide et nous avons pu donc partager tout cela entre participants. Nous avons également partagé de nombreuses expériences différentes en Amérique latine. Moi, je pense qu'il manque des dialogues en fait dans la région. L'Amérique centrale est bien souvent invisible et cachée derrière le reste. Et puis les Caraïbes également. Donc peut-être établir des passerelles entre d'autres Suds, l'Afrique, où il y a de grands débats théoriques également sur les grandes injustices mondiales. L'expérience aurait été bien plus enrichissante en personne, mais je pense que ce format virtuel nous a permis de toucher davantage de personnes, en fait, qui n'auraient peut-être pas été en mesure de voyager. Donc ça, c'est un côté positif et démocratique également. Mais bon, je vois souvent David et Pierre qui sont gelés à l'écran et donc franchement, je préfère être chez moi, en ligne et puis je rejoins la proposition de Diana dans sa présentation, comment imaginer un avenir avec ce sens politique également dont nous avons besoin. L'écologie politique et l'écologie politique latino-américaine et féministe le permettent. Et donc, c'est une invitation à ceux qui font déjà partie du débat à poursuivre, à continuer de partager et ceux qui souhaitent découvrir l'écologie politique, eh bien, allez-y, venez participer activement. Il y a un groupe au sein du CLACSO qui est le groupe d'écologie politique, Ecologia Politica, qui a été mentionné. Et donc, je vous invite à rejoindre ce groupe. Donc, c'est groupe Ecologias Políticas desde el Sur. Et on le trouve facilement sur Internet. Voilà. Et c'est tout de mon côté. Ok, gracias, Gretel. Merci Gretel, ravie de te revoir. Pardon, dit Elena, je dois quitter cette réunion, mais j'aimerais avant tout vous féliciter à toutes et à tous pour avoir conçu ce colloque, pour l'avoir organisé, pour lui avoir donné vie dans cette année complètement folle de pandémie. Donc, du plus profond du cœur, félicitations à toutes et à tous. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous et je vous souhaite donc une bonne nuit, une bonne après-midi, où que vous soyez. Je vais donner la parole à Denis Chartier, qui fait partie du comité organisateur. Et vous avez vu la petite capsule vidéo que nous avons faite avec l'autre Denis. Et c'était une idée très simple pour expliquer en toute humilité pourquoi l'écologie politique ou la political ecology n'ont pas une grande place au sein des milieux universitaires en France. Alors, Denis, tu as la parole. Merci, David. Muchas gracias, David. Gracias a Pierre. Voy a hablar en francés y pido disculpas. Porque yo trabajo más bien en Brasil, entonces mejor francés que portuñol. Muy brevemente, hemos visto en esta conferencia la diversidad, la riqueza, toda la riqueza de la ecología política latinoamericana. Era un objetivo y yo creo que lo hemos alcanzado. Y lo que creo yo es que en cuanto a creatividad, imaginación, imaginario, es un lugar en el mundo en el que se producen las cosas más interesantes. Y yo creo que hay una especie de planteamiento que consiste en provincializar Francia y Europa. Es decir, Francia y Europa parecen una provincia de Latinoamérica y me parece muy bien. Me parece muy bien porque lo que está ocurriendo es que es otra dinámica, una dinámica que nos lleva no solamente los pensadores de la ecología política, sino todo el movimiento,
si hablamos más bien del lado activista, pues nos lleva a estar en un diálogo, a nutrirnos de todas esas intervenciones y de todo lo que ocurre en América Latina. Eso es lo que quería decir hoy, esta tarde, y muchísimas gracias, David, porque de verdad es que tú has llevado este coloquio, ha sido súper dinámico, hay todo un equipo alrededor tuyo, pero tú de verdad lo has llevado a hombros, y muchísimas gracias también a Pierre, que estaba en París, y bueno, ya, me habría gustado unirme, pero en fin, no ha sido posible. Pero bueno, lo habéis logrado que funcione, así que muchísimas gracias por todo este trabajo de organización. Así que un aplauso. Denis, je crois que l'une des idées importantes, justement, la provincialisation de la France et de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique latine, bon, nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses d'Amérique latine qui s'importent en Europe, notamment l'expérience zapatiste du Mexique, de nombreuses expériences rurales en Allemagne, en France, en Italie. Donc, on a une grande créativité de l'écologie politique latino-américaine qui a un impact bien plus important, en fait, dans le côté militant, plus que sur l'aspect universitaire. Et je pense que c'est là l'une des grandes caractéristiques de l'écologie politique latino-américaine. Merci, Denis. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Jean? Sí, buenas. Bueno, creo que hay varios puntos que Bon, moi, quiero je crois rescatar de qu'il y a estos 3 días de plusieurs coloquio. éléments que l'on peut Creo retirer que de ces el 3 jours de primero colloque. si Tout retomamos d'abord, los diferentes niveles si transnacionales, on reprend les différents internacional, niveaux creo transnationaux, que es continentaux, nationaux, los pocos diálogos transnacionales, on obviamente constate parece qu'il y que a un manque sí de nos dialogue leemos transnational unos a au los niveau otros más o transnational. menos, Oui, on se lit les pero uns les creo autres, que plus ou moins, espacios mais como je este crois que des original en espaces sí comme mismo por celui-ci, hacer dialogar cet espace por était lo menos particulièrement 3 original parce puntos qu'on a pu avoir un de producción y de dialogue ecología política, entre aunque 3 points de dudo de vue de que Francia l'écologie esté un politique, punto même en si realidad. je doute que la France est vraiment un point de vue en tant que Estamos unos tel. cuantos en producir cosas. Mais bon, nous produisons quelques petites Pero choses eso quand creo même en que c'est France. súper válido y que Donc ça a subraya été vraiment también très sí, valable, très précieux, et j'aimerais souligner, los pocos diálogos efectivos que hay. oui, l'absence de dialogue réel en Sobre el fait nivel qui continental existe. Au latinoamericano, niveau que era continental, el latino-américain, punto central, si hay una qui identidad était vraiment continental, le yo point creo que focal, obvio que est-ce qu'il y hay a une una identité continentale? Oui, identidad il est continental en cuanto a évident qu'il y a une ecología identité política, a pesar y continentale más au allá de regard todas de sus diferencias l'écologie politique, que au-delà de pusimos toutes ver, les y es différences qui ont pu claramente, être desde évoquées. Francia por Et lo menos, très una identidad clairement, claramente marcada por nous, una depuis la France, nous cercanía entre voyons qu'il producción y de a conocimientos y une activismo, más que proximité dans una la cercanía, production de una mezcla savoir, il que y se a puede un explicar mélange por la violencia del qu'on contexto peut expliquer social, par la por violence du el papel contexte histórico de social, la academia, environnemental, pero le que eso rôle le da un historique tinte du monde universitaire, muy peut-être, fuerte. No digo que no qui lui a donné une exista identité très en forte. Alors, Francia je ne ni dis en pas que países ça n'existe pas anglosajones, en pero que France et no dans creo les que esté pays anglo-saxons, a mais la je ne misma crois pas que escala nous y a la soyons misma au intensidad. même niveau ni Y à la même volver a intensité. ese punto. En cuanto a Et las je reviendrai identidades sur ce point. nacionales, Et es puis, lo que s'agissant vimos des ayer, identités más allá de nationales, esa c'est ce que identidad nous avons vu general, hier, creo que au-delà de cette pudimos identité, identificar puntos je pense que de nous avons pu comparación que identifier sería des muy points de interesante comparaison tratar de qui seraient sistematizar un très poco en intéressants función de d'ailleurs de los contextos systématiser dans la mesure du sociopolíticos y possible ambientales, de las selon les dinámicas contextes conflictivas, sociopolitiques et de environnementaux, des la dynamiques dominación de productivistes, tal o de la tal línea de domination investigaciones d'une ligne teóricas, de sean recherche ou estudios d'une rurales autre, marxistas, ecología études económica, ecología rurales biología marxistes, tropical y études mucho más, économiques, teología de la écologiques, liberación, también théorie de ese la tipo de cosas. libération, etc. Entonces, Ce genre de choses. siempre son más o menos los mismos ingredientes, pero con Ce sont toujours les unas mêmes dosis ingrédients, diferentes. mais à des Entonces sería doses interesante différentes, on va tratar dire. Et
il serait intéressant. Bon, on ne peut pas être trop systématique, mais ça pourrait être quand même intéressant. Il pourrait être intéressant d'identifier peut-être plus clairement quels sont ces ingrédients et comment ils se panachent selon les contextes nationaux. Dans le cas d'une publication, peut-être. Et puis, dernier point que je souhaitais souligner, c'était revenir à cette fusion, ce mélange entre dimension universitaire et dimension militante. Je pense qu'on y gagne, mais on y perd également. Alors, bon, on ne va pas parler de gagner et de perdre, ça fait un peu un bilan d'ingénieur, mais il ne s'agit pas de perdre ou de gagner. Ça va dépendre des contextes. Et les choses sont ce qu'elles sont. Mais moi, je soulignerais l'énergie que l'on peut retirer des luttes, la proximité des acteurs de terrain et la co-création de concepts très, très forts de la part de l'Amérique latine, aussi bien pour le monde universitaire que pour les mouvements militants, comme l'a dit David. Mais je crois également qu'au fil de ces journées, ce qu'on peut perdre ou rendre invisible, on va dire, ce sont certaines dynamiques politiques et partisanes internes. Parce que dans des contextes très politisés, il n'est pas très bienvenu de montrer notre cuisine interne. On perd peut-être la politique plus quotidienne, la plus au jour le jour, la politique publique peut-être, mais tout ce qui relève de l'infrapolitique. Et puis, dans une certaine mesure, et ça c'est un point qui me tient à cœur, on sacrifie un petit peu la complexité au bénéfice de l'efficacité et de la performance politique. C'est un petit peu logique d'un côté. Mais cette figure de l'Indien écologique, en mobilisant des concepts comme les savoirs traditionnels, les ontologies, c'est à double tranchant. Ce sont des concepts qui sont à la fois très utiles pour mettre en relief d'autres épistémologies, d'autres liens au monde, mais ils contiennent également un risque. Le risque très évident de d'essentialiser, de simplifier peut-être. Et donc, ce sont des concepts qu'il convient de manier avec soin, vraiment. Et de ne pas en faire de simples slogans politiques. Même si je suis d'accord pour dire qu'ils ont une charge et un poids politique que nous pouvons exploiter. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Gabriela. Raquel. Raquel souhaite ajouter quelque chose? Gabriela. Ah non, c'était Gabriela. Non, mais on va écouter Raquel d'abord. Oui, je vais parler très, très brièvement. J'avais quelques réflexions que personne ne se sente visé en français dans le texte, mais il faut faire très attention avec l'écologie politique et Gabriela l'avait dit le premier jour, il ne faut pas théoriser à l'excès. Et puis, je vois le risque d'une institutionnalisation excessive. Le concept d'écologie politique a commencé à être repris, accaparé par certains groupes, et voire même le système que l'on critique, que nous critiquons, et qui finalement se saisit de cette écologie politique. Et ça, c'est le risque.
quand on est par trop universitaire. Et puis, comme militante, moi, je considère que l'écologie politique ne saurait exister sans être militante. Je pense que nous devons tous être militants d'une manière ou d'une autre, selon nos possibilités. Je ne dis pas que tout le monde va descendre dans la rue pour protester, mais chacun a une possibilité d'agir et de se rapprocher des mouvements sociaux et d'en faire partie d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est mon avis. Voilà, je vous remercie. Merci Raquel d'avoir partagé tes réflexions. Gabriela, souhaites-tu ajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai vraiment adoré ces 3 jours de colloque. D'un côté, c'est compliqué et très dur au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, mais en tout cas, ça a été vraiment passionnant de suivre les débats et bon, le fait que les journées ont été liées les unes aux autres, qu'on a eu des réflexions, des ponts qui ont été jetés entre une journée et une autre, et ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Et puis, bon, la pandémie a fait que nous sommes retrouvés peut-être à moins de personnes, moins d'orateurs, mais finalement, il y a eu un plus au niveau de la réflexion. Et puis, merci de nous avoir chargés de faire ce bilan d'étape et de faire ces comparaisons, parce que nous sommes dans l'urgence et nous travaillons sur les thématiques. Et donc, moi, je me suis sentie obligée, tout ce que j'ai dit sur l'Argentine, je ne l'aurais pas préparé si vous ne me l'aviez pas demandé. Donc, ça m'a obligée à faire ce travail de recul, à revenir en arrière, à réfléchir aux collègues qui m'en avaient parlé, celles qui m'ont précédée. Et pour moi, ça a été vraiment une grande leçon, un apprentissage. Vous dites, il manque la partie active. Mais il y a quand même toute une partie de réflexion qui est très précieuse, parce que cela nous permet de nous poser un petit peu et de remettre les choses en perspective. Donc ça, c'est très intéressant. L'intervention d'Éric m'a provoqué des maux de tête parce que vraiment, ça m'a fait réfléchir. Et Jean, j'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise avec le militantisme, mais le militantisme, finalement, il arrive. Moi, je viens de donner un cours de doctorat en Argentine. Bon, alors on écoute. 32 heures. Et au dernier cours, la question, c'est mais comment on fait maintenant? Et justement, c'est ça, parce que sinon, ça serait juste une présomption intellectuelle. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Comment nous rendons-nous nous-mêmes responsables? Eh bien, je pense que chacun doit chercher en soi. Moi, je n'ai pas la science infuse et la réponse. Mais en tout cas, Diana l'a un peu abordé dans son intervention. Il faut établir des ponts, des passerelles. Si on ne passe que par le registre universitaire et de recherche, ça va être beaucoup plus difficile de jeter des ponts, de lancer ces passerelles. Et on l'a vu avec l'allocution de Malcolm Ferdinand. Ce qu'on a vu, c'est que ni les écologies politiques latino-américaines ni des Caraïbes ne sont liées. Ça n'est pas seulement un problème du Nord vis-à-vis du Sud. Il y a bien d'autres problèmes. Donc, vraiment, bravo pour ce colloque, et j'espère que nous allons organiser d'autres. Et Mina le disait, elle a parlé justement du manque, de l'absence de militants. Et oui, moi aussi, ça m'a manqué. Cette année, j'ai entendu des présentations qui ont été faites et qui m'ont renvoyé en fait à des présentations sur les gilets jaunes, et ça m'a renvoyé à la réalité latino-américaine. Donc oui, je pense qu'il y a quand même des radicalités en France avec lesquelles on peut se relier. Et donc j'aimerais bien entendre les militants français, parce qu'on dit toujours que l'écologie politique latino-américaine est plus militante et peut-être que la française est
et la française est plus militante, mais bon, j'aimerais bien justement entendre des militants. Et donc moi, en tout cas, pour revenir à ce colloque, j'ai senti que c'était un espace où nous avons pu débattre, où nous avons pu nous écouter les uns les autres, et ça n'est pas toujours le cas. Donc merci beaucoup, et surtout merci à Pierre et à David qui sont là, qui ont froid, mais qui ont été là. Merci, Gabriela. Oui, je pense que le militantisme a toujours aussi besoin de moments de pause pour se poser justement et réfléchir. Et donc, oui, une invitation à s'arrêter un petit peu, à réfléchir et à être entre nous et à en profiter. 3 jours, c'était pas mal, hein? 3 jours, nous avons passé 3 jours ensemble. Et dans tout ce temps qui est passé et où nous avons entendu les provocations d'Eric Swingdo, les allocutions de Joan, la tienne, celle de Diana, je pense que nous avons produit quelque chose, nous avons échangé et ça nous a servi pour réfléchir tous ensemble. Joan est l'histoire vivante des éléments transocéaniques et je pense que elle est importante. J'ai rencontré Joan en 2013 lors d'un colloque et ce n'était pas la Joan des livres. Et c'est quelqu'un qui écoute toutes les interventions, tous les exposés, qui les commente. Et aujourd'hui, dans ce colloque, c'était la même chose. Et pour moi, cet accompagnement est très précieux et j'en suis très, très heureuse. Donc, merci beaucoup, Joanne. Merci, Joanne. J'étais également fascinée de pouvoir établir ce pont entre les générations. Nous aimons tous nous lire les uns les autres et c'est bien réjouissant de savoir que quelqu'un vous lie et avoir ce lien entre ontologie, ethnographie politique, écologie politique et féminisme, ce pont entre générations, ces passerelles entre générations, c'est quelque chose de très important. Et je voudrais remercier Joan d'avoir pris tout ce temps qu'il nous a consacré. Merci beaucoup. Moi, j'aime les colloques et j'aime bien aller à Paris. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Bon, j'aime pas trop le froid de Paris, mais il y a quand même il y a un thème. Suzanne Heck a été extraordinaire aussi en tant qu'intervenante. Et comme on l'explique, l'Amazone est au centre du monde. Et je crois que Ferdinand, qui essayait de nous expliquer que les systèmes de plantation qui vont de la Virginie jusqu'à la zone de Tucumán, et qu'il y avait des esclaves partout, c'est un thème qui n'est pas mineur pour l'Amérique latine, ce système de plantation, et qui est lié aussi à cette question de justice environnementale aux États-Unis. Et je dis parfois que c'est la seule chose qui m'intéresse dans les 300 ans d'histoire des États-Unis, c'est-à-dire les mouvements de justice des droits, pour les droits civiques, Martin Luther King, Boulard et toutes ces luttes qui ont existé. Et en Amérique latine, il y a aussi des luttes qui peuvent s'en rapprocher. Ces luttes contre le racisme environnemental est important. Autre élément qui me semble important, c'est l'écoféminisme qui est beaucoup plus fort en Amérique latine qu'en Europe. C'est évident, sur le plan intellectuel aussi. Et
Et lorsqu'Éric a parlé hier, il a suscité la provocation et disait qu'il fallait entrer dans la politique. Et en fait, lorsque l'on vient du marxisme militant, on a besoin d'agir. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut entrer dans la politique insurrectionnelle ou institutionnelle. Et le bon exemple de ça, c'est le féminisme. En Amérique latine aujourd'hui, c'est complètement absurde de définir la féministe soit comme militante, soit comme chercheuse. Et on demande souvent aux gens qui est le chef politique que tu admires le plus. Et le féminisme avance depuis 40-50 ans et qui continue à progresser, à avancer et s'organise sans leader. Il s'organise autour de revendications, comme aujourd'hui en Amérique latine, avec des mouvements plutôt organisés, sans être attachés à des partis politiques. Et c'est pour ça que l'écologisme mérite d'être comparé au féminisme, et l'écologisme populaire se développe de plus en plus, et j'en suis assez optimiste. Et espérons-le, peut-être qu'il va s'apparenter au mouvement féministe. Parce que quand on voit les échecs successifs des ministres écologistes qui existent en Amérique latine, qui, comme Costas ou d'autres, qui restent au pouvoir pendant un an, c'est intéressant de voir quel est le lien entre leur participation politique et le travail écologiste. Et la France, encore des politologues, des géographes, des sociologues, où il y a des historiens, etc. Il n'y a aucun professeur qui soit titulaire d'une chaire d'écologie politique. Vous avez Descola, Philippe Descola, etc., les dieux de l'anthropologie française, mais il n'y a pas de Français aujourd'hui qui serait la figure de l'écologie politique nationale. Sur le plan académique universitaire, il n'y a pas de département ou de faculté d'écologie politique, ce qui est un peu différent de ce que l'on observe aux États-Unis ou en Angleterre, parce que ça a quand même des avantages à créer de tels postes. Et donc, il serait intéressant de mener cette bataille pour que le CNRS ouvre des espaces d'écologie politique, comme ils l'ont fait ici pour l'Amérique latine. Ce serait intéressant de l'ouvrir pour le faire sur l'Amérique latine, mais pour la France, on dirait que ce n'est pas possible, parce que c'est très en silo. La géographie, l'ethnographie, la géographie, les économistes, etc. Mais l'histoire de l'environnement, l'écologie politique ne sont pas encore au niveau auquel ils devraient être portés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une profession que l'on peut envisager, alors qu'en Amérique latine, c'est plus facile d'envisager de s'engager dans une telle carrière. Vous avez en France le Collège de France, vous avez des institutions qui va mettre en place des disciplines très officielles, et ça n'a pas changé depuis Diderot quasiment. Donc oui, il y a une espèce de fossilisation.
C'est toute la lutte que l'on a avec les traditions intellectuelles qui sont un peu conservatrices, mais ça aide à réfléchir aussi, hein. Je dirais que les disciplines universitaires peut-être doivent être défendues. Moi, j'aime bien hein, le mode de réflexion qui existe en France, mais il y a plein de défauts, de faiblesses. J'aime beaucoup ce monde universitaire, j'aime cette tradition. Il faut se défendre contre uniformisation des règles universitaires et des cultures universitaires. Là, je suis en train de m'écarter un peu. Non seulement il fait froid, mais en plus il fait nuit ici et vous savez que il va falloir qu'on arrête là parce que l'assistance technique va cesser. Bravo, merci beaucoup. Nous allons poursuivre nos échanges. Nous avons vu qu'il y avait plein de croisements possibles, d'échanges entre les différentes tables rondes qui faisaient écho les unes aux autres. Donc, c'est un début de travail commun, d'écriture et au-delà de l'écriture, de rencontres ici et là-bas. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci.